Après plusieurs jours de bombardements, les forces russes ont lancé un premier assaut sur la Syrie d'Azovstal où près de 200 civils seraient encore retranchés. D'autres ont pu être évacués. Embargo total sur le pétrole russe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exposé le nouveau projet de sanctions contre la Russie. Aux États-Unis, après les révélations sur le projet de restriction constitutionnelle du droit à l'avortement, manifestants et politiques s'engagent dans la bataille. Après plusieurs jours de bombardements, les forces russes ont lancé ces dernières heures un premier assaut sur la Syrie d'Azovstal, dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville dévastée de Mariupol. Près de 200 civils y seraient encore retranchés, alors qu'une centaine d'autres ont pu être évacués. Au total, plus de 150 personnes venant de l'enfer de Mariupol sont arrivées à Zaporijia dans la journée de mardi, comme Anna, qui a pu quitter Azovstal avec son bébé de 6 mois. C'était effrayant parce qu'ils nous bombardaient constamment pendant la journée ou la nuit. Les enfants ne dormaient pas, ils pleuraient. Les bombardements ne s'arrêtaient pas. Nous avions très peur. Nous pensions que nous ne pourrions jamais sortir de là. L'évacuation est un succès, mais je reste inquiète pour les civils qui ne sont pas encore sortis. La Syrie d'Azovstal est très grande. Il était très difficile pour ceux qui sont sortis de le faire. Certains d'entre eux avaient très peur. Mardi soir, des frappes russes ont détruit 3 centrales électriques à Lviv. Cette grande ville de l'ouest du pays est désormais partiellement privée d'électricité, comme l'explique son maire. Les bombardements ont visé 3 sous-stations. Il y a en conséquence des interruptions de l'approvisionnement en électricité. 2 personnes ont été blessées et sont actuellement prises en charge. Si des gares ferroviaires ont aussi été visées par les forces russes, c'est dans la région de Donetsk, à l'est du pays, que le bilan est le plus lourd. 21 civils y ont perdu la vie et 27 autres ont été blessés selon les autorités locales. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté mercredi matin son projet pour un 6e train de sanctions contre la Russie au Parlement européen de Strasbourg. Celui-ci comprend notamment la mise en place progressive d'un embargo total sur le pétrole russe. Nous proposons maintenant une interdiction du pétrole russe. Il s'agira d'une interdiction totale d'importation de tout le pétrole russe, qu'il soit transporté par mer ou par pipeline, brut ou raffiné. Nous veillerons à éliminer progressivement le pétrole russe de manière ordonnée, d'une manière qui nous permette, à nous et à nos partenaires, de trouver d'autres voies d'approvisionnement et de minimiser l'impact sur les marchés mondiaux. C'est pourquoi nous éliminerons progressivement l'approvisionnement russe en pétrole brut dans les 6 mois et en produits raffinés d'ici la fin de l'année. Ce projet de sanctions comporte également l'exclusion de 3 nouvelles banques du réseau international SWIFT, dont Sberbank, ainsi que l'élargissement de la liste des personnalités russes sanctionnées. Ces propositions doivent désormais être validées par les 27 États membres de l'Union européenne. Alors qu'il avait déjà comparé Vladimir Poutine à un boucher il y a quelques semaines, Joe Biden a cette fois-ci qualifié le président russe de dictateur lors d'une visite dans une usine de production d'armes en Alabama. Un déplacement symbolique pour le président américain qui fait pression sur le Congrès pour que celui-ci adopte un plan d'aide à l'Ukraine de 33 milliards de dollars. Vous permettez aux Ukrainiens de se défendre eux-mêmes. Et très franchement, ils ridiculisent l'armée russe dans de nombreux cas. Si vous ne tenez pas tête au dictateur, l'histoire nous a montré qu'ils continuent encore et encore. Leur appétit de pouvoir ne cesse de croître. De son côté, Vladimir Poutine a demandé aux Occidentaux de cesser de fournir des armes à l'Ukraine dans un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Ces derniers jours, le président russe a fait planer la menace de l'arme nucléaire.
C'est derrière ces colonnes que pourrait se décider l'avenir du droit à l'avortement aux États-Unis. Devant la Cour suprême de Washington, ils sont des centaines à manifester contre un projet qui renverrait à chaque État la possibilité de rendre l'IVG illégale. Une menace qui mobilise aussi des milliers de manifestants dans les rues de New York pour y défendre leurs droits constitutionnels et crier leur colère, tel cet élu démocrate. Nous ne reculerons pas. Nous ne retournerons pas à l'époque où nous utilisions des cintres. Plus jamais. Offensive, la vice-présidente Kamala Harris n'hésite pas à cogner sur ses adversaires. Ces leaders républicains tentent d'utiliser la loi comme une arme contre les femmes. Comment osent-ils expliquer aux femmes ce qu'elles ont le droit ou non de faire à leur propre corps? Côté républicain, le très conservateur chef du groupe au Sénat accuse les démocrates. Depuis des années, la gauche radicale porte atteinte aux institutions en attaquant la Cour suprême. Cette gauche radicale a touché le fond en jouant à ce jeu dangereux. Et le contexte politique pourrait bien se tendre encore davantage, alors qu'une enquête a été officiellement lancée pour déterminer les origines des révélations portant sur le projet de la Cour suprême. Pas une goutte de pluie depuis 18 mois. La Somalie, l'Éthiopie et le Kenya sont frappés par la pire sécheresse qu'ait connue la Corne de l'Afrique depuis 40 ans. Cette situation pourrait entraîner une famine qui concernerait près de 20 millions de personnes, ont alerté les Nations Unies. L'UNICEF exhorte la communauté internationale à intensifier immédiatement son soutien pour sauver la vie de millions d'enfants. Le pape François se dit prêt à se rendre à Moscou pour parler au président Vladimir Poutine et tenter d'arrêter les combats en Ukraine. C'est ce qu'il a déclaré dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera, ajoutant qu'il avait fait part de son message au président russe, mais qu'il n'avait pour l'heure reçu aucune réponse. Le pape François a en revanche exclu de se rendre tout de suite à Kiev. 4 jours après les inondations qui ont frappé le centre de la Guadeloupe, des élus socialistes de l'île demandent à l'État français de reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, d'importantes précipitations ont conduit à une montée rapide des eaux, faisant au moins 2 morts et de nombreux dégâts. L'île est particulièrement vulnérable au risque d'inondation en raison du dérèglement climatique. C'est une vie d'adolescente bouleversée par la guerre. À 15 ans, Carolina a fui l'Ukraine pour la France avec sa famille au début de l'invasion russe. Un choc pour cette nageuse semi-professionnelle, alors au début d'une carrière sportive prometteuse. Au collège, grâce à mon entraîneur, j'avais intégré la section sport-études natation. Puis j'ai commencé à participer à des compétitions régionales, puis nationales. Et j'ai gagné des prix. En Ukraine, j'étais membre d'un club où je suivais un entraînement, ce qui m'a permis de progresser rapidement. Alors Carolina enchaîne les longueurs, loin du bruit des sirènes qui retentissent à Lviv, sa ville natale dans l'est de l'Ukraine. L'adolescente partagera ses vidéos avec ses amis nageurs restés sur place. Plus de 300 réfugiés ukrainiens sont actuellement logés comme elle dans un hôtel proche de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à Roissy. Après un long périple via la Pologne, la famille de Carolina bénéficie désormais de la protection temporaire en France. Elle est aidée par l'association SOS Groupe Solidarité. Natalia, la mère de Carolina, pensait quitter Lviv pour quelques semaines. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle a fui avec ses enfants et qu'elle n'a pas vu son mari. Mon pays est en guerre. L'Ukraine me manque beaucoup. Mes proches sont toujours là-bas. Mon mari, ma mère, ma sœur, le reste de ma famille et aussi beaucoup d'amis. Bien sûr, je suis en contact avec eux. Nous communiquons et prenons de leurs nouvelles. Mais elles ne sont pas toujours réconfortantes. À vrai dire, ils vivent surtout dans la peur en ce moment. Les perspectives d'avenir de cette famille sont encore floues. Carolina, qui est maintenant scolarisée en France, espère reprendre la natation à haut niveau et pourquoi pas un jour nager dans le grand bain olympique.